Grâce aux 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas, D'Artagnan est devenu un héros international. Au cinéma, il a été joué, entre autres, par Jean-Paul Belmondo, Gérard Depardieu, Jean Marais, sans compter les acteurs américains. Dernièrement, c'est François Civil qui campe ce personnage iconique dans Les 3 mousquetaires, réalisé par Martin Bourboulon. Si vous êtes de ma génération, vous vous souvenez du dessin animé où D'Artagnan et les mousquetaires étaient joués par des chiens. C'était une coproduction Espagne-Japon. D'Artagnan était un beagle, Constance de Bonacieux une caniche, et Milady était une chatte. Mais quel que soit votre âge, vous avez forcément une référence cinématographique ou littéraire des 3 mousquetaires en tête. Mais que sait-on du vrai D'Artagnan, celui qui a commencé sa carrière sous Louis XIII et qui a servi personnellement Louis XIV ? C'est cet homme bien différent de son double de fiction que je vais vous présenter dans un récit en 2 parties. Je suis Virginie Giraud et je vous emmène au cœur de l'histoire, un podcast Europe 1 Studio. D'Artagnan, la véritable histoire d'un mousquetaire. Épisode 1, un Gascon monté à Paris. Nous sommes à Paris dans le courant des années 1630. Un jeune Gascon pénètre sous le porche de l'hôtel de Tréville, situé rue de Tournon sur la rive gauche. Il est tout jeune, il a environ 18 ans, il présente bien, il a les cheveux longs comme les garçons à la mode, et peut-être même qu'on distingue une fine moustache au-dessus de sa lèvre supérieure. Une rapière est attachée à sa ceinture, et entre ses doigts serrés, il y a une lettre de recommandation qu'il donnera au maître des lieux. Monsieur de Tréville, le capitaine-lieutenant de la compagnie des mousquetaires, est lui aussi gascon. Il fait toujours un bon accueil aux jeunes nobles qui arrivent de leur sud-ouest natal pour faire une carrière militaire. Il connaît toujours leur père ou leur oncle ou un de leurs cousins. Le sud-ouest, c'est un peu comme une grande famille. D'ailleurs, le jeune garçon qu'il reçoit à l'instant, Charles de Batz de Castelmore, est un parent éloigné. Il est donc tout à fait bienveillant à son égard. Tréville jauge le petit provincial qui lui confie vouloir devenir mousquetaire et porter leur casaque bleue pour servir le roi. Le capitaine-lieutenant voit tout de suite la sincérité du jeune garçon, mais on n'intègre pas un corps d'élite comme ça, même si 2 de ses frères l'ont déjà précédé sur cette voie. Le petit Castelmore devra faire ses preuves chez les cadets et, s'il le mérite, s'il se fait un nom, il deviendra peut-être mousquetaire. À l'aube du XVIIe siècle, la Gascogne est une belle région verdoyante située au pied des Pyrénées. Elle est belle, mais elle est très pauvre. Elle est ravagée par les mauvaises récoltes fréquentes, les disettes et les vagues de peste. Même la noblesse y est modeste. Prenons par exemple le château de Castelmore. C'est plus un gros manoir aux murs épais et anciens qu'un palais d'agrément. La pièce principale est la cuisine, où se trouve une immense cheminée dans laquelle on prépare souvent des soupes et des rots. Dans cette cuisine où se mélangent les odeurs de bois brûlé dans l'âtre et le fumet des viandes rôties, il y a 7 enfants qui courent partout, 4 garçons et 3 filles. Ça fait une sacrée pagaille. Et puis les garçons, ce sont des bagarreurs, ce sont de bons garçons bien costauds qui rêvent de duel et de gloire. La mère, Françoise de Montesquiou, veille à l'éducation de ses petits et tente de leur inculquer un sens moral et des bonnes manières. Même si elle n'a guère de fortune, son nom est connu à la cour et son arbre généalogique remonte au temps des croisades. Le père, Bertrand de Batz, seigneur de Castelmore, a pioché dans ses dernières économies pour donner un précepteur à ses enfants. Les garçons apprennent le français, les mathématiques et la géographie. Mais l'éducation physique se fait à l'extérieur avec d'anciens militaires et mousquetaires rentrés au pays pour profiter d'une retraite bien méritée. Auprès d'eux, les petits Castelmore apprennent à manier la rapière, une épée longue et fine, et à monter à cheval. Le jeune Charles, l'un des cadets, montre d'excellentes dispositions pour ces disciplines. Et à vrai dire, c'est tant mieux parce que le seigneur de Castelmore meurt alors que Charles n'a qu'une 10aine d'années.
L'inventaire après décès prouve que la famille est modeste et surtout, le père n'a laissé que des dettes à sa veuve. Si Charles espère mener grand train un jour, il ne pourra compter que sur lui. Vers l'âge de 18 ans, les garçons de la région montent à Paris pour faire carrière, gagner de l'argent, se couvrir d'honneur et, si possible, faire un mariage avantageux. C'est le seul horizon qu'on ait quand on est un oblio gascon et qu'on ne veut pas entrer dans les ordres. Et Charles de Batz de Castelmaure, comme ses frères aînés, rêve d'être mousquetaire. Cette compagnie a été fondée par le roi Louis XIII en 1622, quand il avait entre 6 et 10 ans. C'est une montée en grade de la compagnie des carabins du roi, largement composée de Gascons et de Béarnais depuis l'époque d'Henri IV, qui était lui-même béarnais. Les carabins avaient pour arme de prédilection une carabine, et les mousquetaires, eux, ont un mousquet. Un mousquet, c'est une sorte de gros fusil très lourd, il fait à peu près 7 kilos. Quand on l'épaule, il faut maintenir le canon sur une fourquine, c'est-à-dire sur un pied tellement cette arme est longue et lourde. Et en plus, il faut allumer une mèche pour faire exploser la charge de poudre et propulser la balle de mousquet. Bref, c'est une tannée à manier, et en plus, il faut se balader tout ça sur un cheval sur le champ de bataille. Avec les années, le mousquet va un peu s'alléger, mais ça ne devient pas un petit calibre non plus. Vu la complexité du maniement de ces armes, vous comprenez que les mousquetaires forment un corps d'élite directement attaché au service du roi. On les reconnaît d'ailleurs à leur casaque bleue brodée d'une croix blanche fleur de lysée. Donc voilà, Charles de Batz de Castelmaure monte à Paris. Il a des rêves et des ambitions plein la tête. C'est là qu'il rencontre le capitaine-lieutenant des mousquetaires dans le courant des années 1630. Il doit avoir 18 ou 20 ans, alors Monsieur de Tréville l'envoie d'abord se former chez les cadets. C'est un genre d'école de sous-officiers qui est en fait un régiment de jeunes gens attachés au roi. Chez les cadets, Castelmaure se fait un ami, un camarade à la vie à la mort. Il s'agit du marquis de Besmont, et tous les deux, ils feront tout pour gravir les échelons d'un corps de métier où le mérite a du sens. Au bout de 2 ou 3 ans, le petit Gascon réalise enfin son rêve. Monsieur de Tréville l'incorpore aux mousquetaires. On est en 1633. Il a environ 22 ans. Selon les archives, cette année-là, il participe à une parade de soldats à Écouen. C'est à cette époque qu'on commence à l'appeler D'Artagnan, nom qui lui vient de la famille de sa mère et qui est bien connu à Paris. Voilà. Notre petit Gascon, Charles de Batz de Castelmaure, s'est fait un nom, D'Artagnan. Et il s'illustre maintenant sur le champ de bataille auprès de Louis XIII, et dans le courant des années 1640, il fait partie des mousquetaires les plus proches de Sa Majesté. Je sais ce que vous pensez là, tout de suite. Quand est-ce qu'Athos, Porthos et Aramis entrent dans l'histoire ? Je suis désolée, mais ils n'arriveront pas. Selon les archives, il y aurait bien 3 hommes qui répondraient à des noms proches de ceux-là, mais ils sont bien plus âgés que D'Artagnan. Potentiellement, ils ont pu se connaître, mais pas se lier d'une forte amitié. On va donc laisser ces 3 personnages stéréotypés à Dumas, et nous, on reprend notre histoire. Louis XIII commence à être vieux. Le dauphin est déjà né, et jamais la reine Anne d'Autriche n'a envoyé D'Artagnan chercher un collier de diamants qu'elle aurait maladroitement offert au comte de Buckingham. La chronologie ne fonctionne pas puisque tout cela aurait dû se produire avant la naissance de Louis XIV. L'intrigue des 3 mousquetaires, c'est de la pure fiction à la sauce Dumas. En revanche, D'Artagnan va s'illustrer dans un véritable épisode historique bien plus impressionnant qu'une bluette entre la reine de France et un ambassadeur anglais. Louis XIII meurt en 1643. Son fils, qui lui succède, le jeune Louis XIV, n'a que 5 ans. La reine Anne d'Autriche prend la régence et s'appuie sur le cardinal Mazarin, le principal ministre d'État. Or, Mazarin trouve les caisses de l'État vides et cherche à faire des économies. Pour ça, il coupe dans les budgets et dissout la compagnie des mousquetaires. Monsieur de Tréville se retrouve au chômage, si je puis dire.
comme d'Artagnan, qui a une trentaine d'années. Mais notre Gascon ne va pas rester longtemps sans emploi. Mazarin a besoin d'hommes de confiance pour l'aider à gérer un royaume sur le point de se fracturer. Il recrute plusieurs hommes, dont d'Artagnan, qu'il rémunère lui-même. Et il a bien fait, parce que l'avenir proche va le lui montrer. La hausse des impôts et la régence déclenchent deux phénomènes. Le mécontentement de la bourgeoisie, surtout parisienne, qui refuse de se faire les poches par l'État, et la révolte des aristocrates qui veulent plus de pouvoir. Leur rébellion aboutit à un épisode de guerre civile qu'on appelle la Fronde. D'Artagnan pourrait rejoindre les princes frondeurs, mais il décide de rester au service de l'État. Il a été éduqué pour ça, et pour le moment, l'État, c'est Mazarin et la reine. C'est d'Artagnan qui va veiller sur le jeune roi Louis XIV lors d'un épisode traumatique, la nuit des rois. Nous sommes dans la nuit du 5 au 6 janvier 1649. C'est l'épiphanie. Il fait atrocement froid dehors. Au palais royal, la régente fait tirer les rois à ses fils. Ils ne s'apercevront peut-être pas qu'à l'extérieur, les Parisiens se révoltent. Après ce jeu, les enfants vont se coucher. Mais ils sont réveillés à 3 heures du matin, habillés à la hâte, et on les fait grimper dans des carrosses préparés par Mazarin. La capitale en proie aux insurrections n'est plus sûre. Le petit cortège, escorté par des hommes du cardinal dont d'Artagnan, démarre en trombe et file au château de Saint-Germain-en-Laye. La famille royale y arrive avant l'aube. Comme il n'était pas prévu d'aller dans ce château, celui-ci est vide, aucune cheminée ne fonctionne. L'air est si froid qu'il gèle le nez du petit souverain qui comprend confusément que sa vie est en danger. On l'installe sur un lit de camp et d'Artagnan et ses hommes patrouillent. L'ancien mousquetaire est si rassurant. Cette nuit restera un traumatisme pour le futur roi Soleil qui aura sa vengeance en mettant l'aristocratie en cage à Versailles et privera Paris de sa présence. Mais chaque chose en son temps, c'est une autre histoire que je vous raconterai une prochaine fois. Alors que la Fronde s'enlise, Mazarin décide de s'exiler en Allemagne pour apaiser les aristocrates et la noblesse de robe qui le haïssent. Pendant cette période, il continue à correspondre avec la reine et avec le jeune Colbert qui s'impose comme un homme politique de grande valeur. D'Artagnan a souvent pour mission de porter les courriers de son maître. Des lettres cryptées au cas où elles tomberaient en de mauvaises mains. Mais la clé du code est souvent dans la lettre elle-même, et on sait aujourd'hui, grâce aux archives de cette époque, que d'Artagnan était désigné dans les lettres de Mazarin par ce nom de code HR 1356-105X. Dans une lettre destinée à Colbert datée de juin 1653, Mazarin demande au futur ministre de recommander la plus grande prudence à d'Artagnan lorsqu'il se charge de missions pour lui. Finalement, la Fronde est matée en cette année 1653, et l'année suivante, d'Artagnan a le privilège d'assister au sacre de Louis XIV à Reims. Le jeune roi n'est qu'un adolescent, mais il a pu constater à maintes reprises la loyauté à toute épreuve du Gascon. Louis XIV n'est pas un ingrat. Il s'apprête à remercier d'Artagnan en lui proposant une nouvelle fonction. D'Artagnan. Tout le monde connaît le nom de ce personnage flamboyant popularisé par Alexandre Dumas. Mais qui connaît l'homme ? Le vrai d'Artagnan, le vrai mousquetaire n'a laissé que peu de traces dans l'histoire. Issu de la petite noblesse gasconne, il est monté à Paris pour faire une carrière militaire. Sa loyauté et ses talents font vite de lui un serviteur zélé des plus grands personnages de l'État, Louis XIII, Mazarin et Louis XIV. Dans le premier épisode, on a laissé d'Artagnan à la fin de la période troublée de la Fronde. Plus d'une fois, le jeune Louis XIV a constaté sa fidélité à la couronne et il s'apprête maintenant à le remercier. Je suis Virginie Giraud et je vous emmène au cœur de l'histoire, un podcast Europe 1 Studio. D'Artagnan, la véritable histoire d'un mousquetaire, épisode 2, où elle tombe, la mort aussi. Nous sommes à Paris en 1657. Louis XIV a 19 ans. Il a déjà failli perdre sa couronne, mais il est bien déterminé à la garder et à imposer son pouvoir.
Il est bourré d'ambition, résilient, il a le sens de la politique. Rien ne l'arrêtera. Mais il sait aussi qu'il faut être bien entouré. Alors il décide de refonder la Compagnie des Grands Mousquetaires du Roi, un corps d'élite attaché à son service. On les appelle aussi les mousquetaires gris à cause de la robe de leurs chevaux. Évidemment, D'Artagnan réintègre immédiatement les mousquetaires. Vous pensiez qu'il allait être le capitaine des mousquetaires ? Mais non, n'oubliez pas que les nominations, c'est de la politique et qu'il y a plus important que D'Artagnan dans l'entourage du roi. Cette fois-ci, D'Artagnan est élevé au rang de sous-lieutenant. Et au-dessus de lui, au grade de capitaine-lieutenant, il y a le duc de Nevers. Et là, vous êtes en train de vous demander, pourquoi Nevers ? Parce qu'il est mieux né que D'Artagnan. Nevers est le neveu de Mazarin. Le népotisme sous l'Ancien Régime, c'est un peu la base. Mais bon, le petit Nevers, il n'est pas mousquetaire de formation, donc dans les faits, c'est bien D'Artagnan qui gère la nouvelle compagnie des mousquetaires. En 1659, le roi ordonne même la construction d'une caserne pour les mousquetaires gris. Elle se trouve rue du Bac, à Paris. Sur la rive gauche, la présence des mousquetaires anime le quartier. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Généralement, ils sont logés chez les bourgeois de la capitale qui sont astreints au logement et à l'ustensile des gens de guerre, c'est-à-dire au gîte et au couvert. Et les mousquetaires sont de sacrés personnages. Ils sont beaux avec leurs casaques bleues, ils draguent les femmes du quartier, et encore plus si elles sont riches et veuves. Mais il ne faut pas oublier que les mousquetaires sont des tueurs professionnels. Ils vont sur le champ de bataille et assument aussi parfois des fonctions de police sur des missions confiées par le roi. Contrairement à ce qu'on pense à cause de Dumas, la devise des mousquetaires n'est pas « un pour tous, tous pour un », mais « quo ruit et letum » en latin, ce qui donne en français « où elle tombe, la mort aussi ». Ce « elle », on comprend de quoi il s'agit en regardant le dessin qui accompagne la devise. C'est un boulet de canon tiré par la compagnie des mousquetaires gris qui s'apprête à tomber sur une ville assiégée. Cette devise rappelle la fonction militaire des mousquetaires. La camaraderie étant inhérente à tout corps d'armée, ce n'était pas nécessaire d'imaginer un cri de ralliement pour mettre cette qualité en avant. Si on fait le bilan de ce qu'est un mousquetaire gris, c'est un provincial loyal et très combatif qui représente la masculinité paroxystique du XVIIe siècle. Mais attention, la virilité à l'époque, c'est pas ce que vous imaginez. Les mousquetaires sont hyper élégants, ils ont les cheveux longs, souvent ils portent une petite moustache fine, et puis ils ont toujours de très beaux vêtements avec un grand habit rouge, des bottes qui montent très haut sur les jambes, et un superbe chapeau avec un panache blanc. Avec tout ça, rajoutez qu'ils sont des séducteurs accomplis, et vous comprendrez de quoi je parle. Enfin, cette année-là, notre D'Artagnan a décidé de se poser. Il épouse une veuve richissime nommée Anne-Charlotte Champlecy qui regarde son mousquetaire chéri avec des yeux de merlan frit. L'acte du mariage célébré à l'église Saint-André-des-Arts est miraculeusement arrivé jusqu'à nous, conservé aux archives nationales. Parmi les témoins qui ont signé l'acte, il y a Besmo, le camarade de toujours, le cardinal Mazarin et un certain Louis, le roi en personne. C'est dire l'estime que le cardinal et le souverain lui portent. D'Artagnan aura bientôt 2 fils et beaucoup de maîtresses. Évidemment, le mariage n'est pas un frein à la vie d'un mousquetaire. Anne-Charlotte meurt de jalousie et veut suivre son mari dans tous ses déplacements. Excédé, D'Artagnan demande au roi de renvoyer sa femme par lettre de cachet sur ses terres en Bourgogne. C'est le prélude de leur séparation de biens et de corps, c'est quasiment l'équivalent d'un divorce sous l'Ancien Régime, sauf qu'on reste marié parce que le mariage, c'est un sacrement et on ne rigole pas avec ça. En 1660, D'Artagnan et ses mousquetaires, montés sur des chevaux gris, vont accompagner le roi dans un grand déplacement à Saint-Jean-de-Luz, où Louis XIV doit se marier. Mazarin a négocié la paix avec l'Espagne lors du traité des Pyrénées signé le 7 novembre 1659. Cette paix sera entérinée par l'union du souverain avec l'infante Marie-Thérèse d'Autriche, la fille du roi Philippe IV d'Espagne. Le jeune souverain profite de ce déplacement pour aller à la rencontre de son peuple.
On n'a pas de détails précis sur les liens entre Louis XIV et d'Artagnan à ce moment-là, mais on sait que le mousquetaire est au plus près de son souverain. Il est même sans doute témoin de son premier chagrin d'amour. Louis XIV est contraint de renoncer à Marie Mancini, la nièce de Mazarin dont il est fou amoureux, pour épouser une femme qu'il ne connaît pas et qu'il n'appréciera pas particulièrement. Pendant ce voyage, D'Artagnan voit aussi Louis XIV devenir un grand roi acclamé par son peuple. Il incarne le retour de la paix et de la prospérité. Le 26 août 1660, D'Artagnan est en bonne place dans le cortège royal lors de son retour à Paris. La scène est incroyable. Les Parisiens ont mis leurs plus beaux vêtements. Toute la ville est en fête. Face à tant d'amour, la confiance en lui du jeune souverain se raffermit. L'année suivante, peu après la mort de Mazarin, Louis XIV annonce à ses ministres vouloir gouverner seul. Il est en train d'amorcer le virage absolutiste de son règne. Pourtant, certains ministres ambitieux ne le prennent pas trop au sérieux et font tout pour obtenir ses faveurs. Parmi ces amoureux du pouvoir, il y a 2 hommes qui se détestent. Colbert, qui s'efforce de devenir l'ombre du roi, et un ministre flambeur, Nicolas Fouquet. Je vous ai déjà souvent parlé de Fouquet. Je vous propose donc seulement une synthèse de ce personnage. C'est un ministre des Finances qui rêve de devenir Premier ministre. Il est richissime, pas toujours très honnête, et il s'est construit le plus beau château de France à cette date, Vaux-le-Vicomte. En somme, Louis XIV trouve que son ministre lui fait de l'ombre et il va organiser son arrestation avec la complicité de son principal rival, Colbert. Comme Fouquet a beaucoup d'amis puissants à Paris, Louis XIV programme l'arrestation à Nantes et c'est l'homme en qui il a le plus confiance qui sera en charge de cette mission à haut risque, c'est-à-dire D'Artagnan. Le travail du mousquetaire ne s'arrête pas là. Le roi lui demande de veiller en personne sur Fouquet tant qu'il sera incarcéré à Angers et à Vincennes. Les rares documents qui nous restent de cette période attestent de l'humanité de D'Artagnan. Il fait en sorte que son illustre prisonnier ait de quoi vivre décemment dans sa cellule. Il lui procure même du mobilier. Il semblerait que les 2 hommes aient fini par se respecter, même si le mousquetaire rend compte de ses moindres faits et gestes et de ses visiteurs au roi. La mission de D'Artagnan s'achève 3 ans plus tard, après la condamnation de Fouquet et son envoi dans la terrible prison de Pignerol, dans le sud de la France. Ce n'est sans doute pas la mission la plus grisante que D'Artagnan ait menée, mais elle lui attire encore une fois la gratitude du souverain. En 1667, il reçoit enfin sa récompense suprême. Il obtient la charge du capitaine-lieutenant de la première compagnie des mousquetaires. Et puis il est temps de revenir sur le champ de bataille qu'il affectionne tant. En 1670, il mène ses hommes dans le Vivarais pour mater la révolte de Roure. Comme d'habitude, la révolte est arrivée sur fond de crise. Les récoltes ont été très mauvaises en 1669 à cause des gelées tardives. La rumeur de l'augmentation des impôts a enflammé la région. Antoine de Roure, un propriétaire terrien, prend la tête de cette jacquerie, cette révolte paysanne. La révolte gagne finalement une bonne partie du sud de la France et le roi envoie presque 5000 soldats, des fantassins et des cavaliers, mater les insurgés lors d'un épisode de guerre civile. À cette occasion, les soldats et les mousquetaires se montrent très violents. Roure est arrêté, jugé et condamné à mort. Son cadavre est exposé pour qu'il serve d'exemple. De nombreuses maisons sont en partie démolies et incendiées. La population est violentée. Ah oui. C'est aussi ça les mousquetaires, un service d'ordre très efficace dévoué au roi. 2 ans plus tard, en 1672, alors que D'Artagnan approche la soixantaine, il est nommé gouverneur de Lille, une place forte stratégique dont Vauban vient de finir les fortifications. C'est la reine des citadelles. Mais D'Artagnan est un militaire et il découvre avec amertume qu'on ne gère pas une ville comme on gère une troupe. Il écrit plusieurs lettres furieuses au roi où il se plaint de voir son autorité bafouée. Mais enfin, l'année suivante, il retrouve ses chers champs de bataille.
Il fait partie des troupes mobilisées pour le siège de Maastricht, mené par Louis XIV. Le jeune roi Soleil veut faire de son royaume la première puissance européenne et étendre ses possessions du côté des Provinces-Unies, l'actuelle Hollande. Évidemment, cette stratégie n'est pas gratuite. Les Hollandais sont de formidables commerçants et il veut en faire ses sujets plutôt que ses rivaux. Et puis en passant, il leur rabattra le caquet parce que les Hollandais, majoritairement protestants, se moquent un peu trop facilement de lui. En s'attaquant aux Provinces-Unies, Louis XIV se trouve opposé à la triple alliance de La Haye qui compte les Provinces-Unies, l'Angleterre et la Suède. S'il remporte la victoire, il deviendra un chef de guerre redouté dans toute l'Europe. Pour prendre la ville de Maastricht, le souverain s'appuie sur ses hommes les plus talentueux. Vauban gère l'organisation du siège et D'Artagnan conduit la compagnie des mousquetaires. Le 25 juin 1673, une douzaine de jours après le début des hostilités, D'Artagnan et ses hommes sont chargés d'attaquer un point faible de la ville, la porte de Tongres. Il s'agit en fait de prendre d'assaut une demi-lune, qui est en réalité une fortification en forme de pointe. D'Artagnan s'élance avec son mousquet sous un déluge de feu. Une balle le touche en pleine poitrine, il chute de cheval. Il agonise sur le sol boueux, le regard perdu dans le bleu du ciel, sous sa casaque qui se teinte en rouge. Ses mousquetaires font leur possible pour récupérer sa dépouille sous la mitraille, certains y laissent même la vie. Louis XIV est navré d'apprendre le décès de son fidèle mousquetaire. Il fait immédiatement donner une messe en son honneur. Mais son sang n'aura pas coulé en vain. Quelques jours plus tard, Maastricht se rend. La ville est tombée en 2 semaines. C'est une grande victoire pour le roi et pour Vauban. Après, on ne sait pas ce que devient le cadavre de D'Artagnan. Comme il était officier, il a sans doute été inhumé dans une église locale. D'Artagnan est mort, mais son décès signe l'acte de naissance de sa légende. En effet, quelques années plus tard, vers 1700, un jeune mousquetaire à la plume plus acérée que l'épée du nom de Gatien de Courtils de Sandras prétend écrire une biographie du célèbre capitaine-lieutenant des mousquetaires grâce à ses papiers personnels qu'il a pu consulter. Et évidemment, c'est un subterfuge littéraire, Courtils n'a aucune archive. Par contre, c'est un excellent communicant. On pourrait presque dire qu'il a inventé le roman de Cap et d'épée avec ses Mémoires de Monsieur D'Artagnan, capitaine-lieutenant de la première compagnie des mousquetaires du roi, contenant des choses particulières et secrètes qui se sont passées sous le règne de Louis le Grand. Oui, tout ça c'est le titre. C'est à partir de ces mémoires déjà très romancées qu'Alexandre Dumas écrira au XIXe siècle sa trilogie sur D'Artagnan, Les Trois Mousquetaires, 20 ans après, et le Vicomte de Bragelonne. La suite, vous la connaissez. Le D'Artagnan de Dumas devient une star mondiale, des centaines de fois adapté au cinéma, en livre ou en dessin animé. Ce personnage plein de panache a largement éclipsé le vrai D'Artagnan, homme discret, dévoué à l'État, colérique certes, mais juste. Un homme de son temps, violent mais plein de nobles valeurs. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio et à sa fabrication, il y a une compagnie de mousquetaires dont la devise pourrait être « Là où il est écouté, l'ignorance recule ». À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Pierre Casalo. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Kelly Decroix et Nathan Laporte. Et moi, la capitaine-lieutenant au cœur de l'histoire, armée de ma plume et de ma voix, je vous retrouve tous les jours en podcast sur l'appli Europe 1 ou votre plateforme d'écoute favorite, et tous les week-ends à 15h sur nos ondes. À bientôt!